Bernard Werber, l'ultime secret, deuxième partie. Monsieur Jean-Louis Martin était un homme ordinaire. Il fait beau en avril à Cannes. Entre le festival du jeu et le festival du cinéma, la ville connaît une courte semaine de répit. Un saïcarte, Guzzi, pétaradant et fumant, longe la croisière. Il passe devant les grands palaces qui ont fait le renom de la ville. Le Martinez, le Majestic, l'Excelsior, le Carlton, le Hilton. L'engin de métal est conduit par une jeune fille en manteau rouge, le visage mangé par des lunettes d'aviateur et un casque de cuir rond sur la tête. Dans la nacelle, un homme corpulent et pareillement accoutré, si ce n'est qu'il porte, lui, un manteau noir. Les deux motards se garent devant l'Excelsior. Ils s'époussettent longuement, ôtent leur tenue de route et se dirigent vers l'accueil. Ils choisissent la suite avec vue sur la mer la plus célèbre. Ça fera les pieds à la Thénardier. Ils avancent tel un groupe princier. Ils gagnent leur appartement sans mot dire. Un groom ouvre les volets et dévoile le splendide panorama de la mer, de la plage et de la croisette. Face à eux, l'eau brille comme saupoudrée d'étoiles. Quelques courageux se baignent déjà dans la Méditerranée encore fraîche. Lucrèce Nemrod commande 2 cocktails de fruits. Je ne crois pas à votre thèse de l'assassinat. Je suis ravi de réaliser cette enquête pour le journal, mais je compte bien vous prouver que vous avez tort. Il n'y a pas eu d'assassinat. Le docteur Samuel Fincher est bel et bien mort d'amour. En bas, des voitures klaxonnent bruyamment. Je reste persuadé que la motivation est la clé de cette affaire, soutient Elisor Kalsenberg, ignorant sa remarque. J'ai mené ma petite enquête sur les motivations auprès de quelques personnes que j'ai interrogées depuis notre dernière entrevue. À chacune, j'ai posé la même question. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à agir? En général, la première motivation demeure cesser de souffrir. Le groom réapparaît. Il apporte 2 verres colorés coiffés d'une petite ombrelle, d'une cerise confite et d'une tranche d'ananas. Lucrèce avale une gorgée ambrée et essaie de ne pas penser à sa dent de sagesse qui les lance encore. Et vous, qu'est-ce qui vous pousse à agir, Isidore? En ce moment, c'est l'envie de résoudre cette énigme. Vous le savez bien, Lucrèce. Elle se ronge un ongle. Je commence à vous connaître. Il n'y a pas que cette raison-là. La petite souris est maligne. Lui ne se retourne pas et continue de fixer l'horizon. C'est vrai, j'ai une deuxième motivation plus personnelle. Elle avale la cerise confite. J'ai l'impression que je perds la mémoire. Par exemple, quand je commence une phrase et qu'on m'interrompt, souvent je perds le fil et je ne me rappelle pas du tout ce que je disais. Du même, je recommence à avoir des difficultés à mémoriser les codes chiffrés, quels que soient les codes d'entrée des immeubles ou même ceux de mes cartes bleues. Cela m'inquiète. J'ai peur que mon cerveau ne fonctionne plus parfaitement. Près de la fenêtre, la jeune femme se replace sur ses coudes, face à la mer. L'éléphant perd la mémoire. Peut-être êtes-vous surmené. Et puis, il y a tant de codes à retenir de nos jours. Maintenant, il y en a même dans les voitures, dans les ascenseurs, dans les ordinateurs. J'ai subi un examen à la clinique de la mémoire, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ils n'ont rien trouvé. En enquêtant sur cette affaire, j'espère mieux comprendre ma propre cervelle. Ma grand-mère paternelle a eu la maladie d'Alzheimer. À la fin, elle ne me reconnaissait plus. Elle me saluait. « Bonjour monsieur, qui êtes-vous » À mon grand-père, elle disait « Vous n'êtes pas mon mari. Il est beaucoup plus jeune et beaucoup plus beau que vous. » Il en était très affecté. Elle-même, ses crises passées, souffrait de savoir ce qui lui arrivait. Rien que d'y songer m'épouvante. Au loin, le soleil jaune devient orange. Des nuages argentés passent dans le ciel. Les 2 journalistes restent un long moment à contempler l'horizon, appréciant d'être à Cannes, à une période où tous les Parisiens sont encore engoncés dans leur ville grisâtre. Instant de repos et de silence. Lucrèce se dit que tous les gens pensent en permanence et que des milliers d'informations sont ainsi perdues. Nous ne connaissons de leurs pensées que ce qu'ils en expriment. Isidore sursaute et brusquement consulte sa montre. « Vite, c'est l'heure des actualités !»« Qu'est-ce que ça a à dire aux gens ?» s'insurge Lucrèce. « J'ai besoin de savoir ce qu'il arrive dans le monde. » Les titres sont déjà passés et apparaissent maintenant les images détaillant chaque sujet. Grève des professeurs de lycée. Ils réclament une augmentation de salaire. Des images de la manifestation s'affichent sur l'écran cathodique. En voilà donc la motivation est toujours la même. Ricane Lucrèce, blasé. Vous vous trompez. En fait, ce qu'ils veulent, ce n'est pas l'argent, c'est du respect.
Avant d'être professeur, c'était une personne importante. Maintenant, non seulement ils affrontent des élèves qui ne les estiment plus, mais l'administration leur demande de livrer un combat ingrat, remplacer des parents démissionnaires. On les présente comme des assoiffés de vacances et de privilèges, alors que ce qu'ils demandent, c'est juste un peu plus de reconnaissance. Croyez-moi, s'ils le pouvaient, ils réclameraient plus de respect sur le banderole et non pas plus d'argent. En fait, les véritables motivations des individus ne sont pas toujours celles qu'ils avancent. Le commentateur poursuit sa litanie. En Colombie, un laboratoire clandestin financé par des cartels a mis au point un nouveau stupéfiant qui crée une accoutumance instantanée. Ce produit déjà très prisé en Floride est introduit dans les sangrias lors des fêtes étudiantes. Il inhibe le libre arbitre de ceux qui les consomment. Du coup, beaucoup de plaintes pour viol. En Afghanistan, le conseil gouvernemental taliban a décidé d'interdire aux femmes d'aller à l'école et d'être soignées dans les hôpitaux. Il leur est de même interdit de sortir sans tchador, de parler aux hommes. Une femme a été lapidée par la foule parce qu'elle portait des chaussures de couleur claire. Lucrèce s'aperçoit qu'Isidore paraît bouleversé. Pourquoi faut-il que tous les soirs à 20h, vous regardiez ces horreurs? Isidore ne répond pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Isidore? Je suis trop sensible. Elle éteint la télévision. Il la rallume d'un geste agacé. Trop facile. J'aurai l'impression d'être lâche. Tant qu'il y aura un seul acte de sauvagerie dans le monde, je ne pourrai pas être vraiment détendu. Je refuse de faire l'autruche. À l'oreille, elle lui murmure. Nous sommes descendus ici pour une enquête criminelle précise. Justement, ça me donne à réfléchir. Nous enquêtons sur la mort d'un seul homme, alors que chaque jour des milliers se font assassiner dans des circonstances plus ignobles encore, souligne-t-il. Si on n'enquête pas sur celui-là, ce sera des millions, plus un. Et c'est peut-être parce que tout le monde se dit que de toute façon, ça n'y changera rien, que le nombre de meurtres ne cesse de croître, et que personne n'enquête réellement sur aucun. Touché par l'argument, Isidore consent à éteindre la télévision. Il ferme les yeux. Vous me demandiez quelle était ma motivation. Je crois que c'est de manière plus large la peur. J'agis pour que la peur cesse. Depuis que je suis enfant, j'ai peur de tout. Je n'ai jamais été tranquille. C'est peut-être pourquoi mon cerveau fonctionne si fort, pour me défendre contre les dangers, qu'ils soient réels ou imaginaires, proches ou lointains. Par moments, j'ai l'impression que ce monde n'est que fureur, injustice, violence et pulsion de mort. Vous avez peur de quoi? De tout. J'ai peur de la barbarie, j'ai peur de la pollution, j'ai peur des chiens méchants, j'ai peur des chasseurs, j'ai peur des femmes, j'ai peur des policiers et des militaires, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de perdre la mémoire, j'ai peur de la vieillesse, j'ai peur de la mort, j'ai même parfois peur de moi-même. À ce moment, un bruit le fait sursauter. C'est une porte qui claque. Une femme de ménage surgit. Elle vient déposer des pralines au chocolat fourrées à la liqueur de cerise. Une douceur offerte avant le sommeil. Elle s'excuse, s'empresse et s'exclipse en claquant la porte. Lucrèce Nemrod sort un carnet et note. Donc, première motivation, la cessation de la douleur. Deuxième motivation, la cessation de la peur. Monsieur Jean-Louis Martin était un homme vraiment très ordinaire. Mari modèle d'une femme sachant préparer à la perfection le veau marengo, père de 3 filles turbulentes. Il vivait dans la banlieue de Nice où il exerçait un métier qui lui convenait parfaitement, responsable du service contentieux à la BCRN, Banque du Crédit et du Réescompte niçois. Son travail quotidien consistait à entrer dans l'ordinateur central de la banque la liste de tous les clients dont le compte était négatif. Il accomplissait sa tâche avec calme et détachement, satisfait de ne pas avoir à les appeler au téléphone pour les sommer, comme le faisait son voisin de bureau, Bertrand Moulineau. « Chère madame, nous constatons avec étonnement que votre compte est débiteur. Nous sommes désolés d'avoir à vous rappeler à l'ordre, » entendait-il à travers la cloison en polystyrène. Le samedi soir, les Martins aimaient bien regarder ensemble, affalés dans les divans, l'émission Quitte ou double. Quitte. Je m'arrête là. Je gagne peu, mais au moins je suis sûr de ne pas rentrer bredouille. Double. Je continue. Je prends des risques et je peux décrocher le gros lot. Voir l'angoisse des joueurs au moment où ils étaient sur le point de tout perdre ou tout gagner les ravissait.
Il se demandait ce qu'ils auraient fait à leur place. Tout le drame des êtres qui ne savent pas s'arrêter, qui ne savent pas choisir, et qui pourtant veulent braver leur chance, parce qu'ils se considèrent exceptionnels. Et la foule les encourageait, toujours à prendre des risques. « Double, double !» criait-elle, et les Martin criaient avec eux. Les dimanches pluvieux, Jean-Louis Martin aimait jouer aux échecs avec Bertrand Moulineau. Il ne se définissait que comme un pousseur de bois. Mais comme il disait, je préfère réussir une jolie chorégraphie de bataille que d'obtenir une victoire à tout petit prix. Lucullus, son vieux berger allemand, savait que l'heure de la partie d'échecs était propice aux caresses. Il percevait d'ailleurs indirectement la partie, les caresses devenant plus rudes lorsque son maître était en difficulté et plus douces lorsqu'il menait. Après la bataille, les deux hommes aimaient déguster un alcool de noix, pendant que leurs femmes, qui ne travaillaient pas, se retrouvaient dans un coin du salon pour discuter à haute voix de l'éducation comparée de leurs enfants et des possibilités de promotion de leur mari. Jean-Louis Martin aimait aussi essayer la peinture à l'huile sur des thèmes de son idole picturale Salvatore Dali. La vie s'écoulait ainsi paisiblement, sans qu'ils en ressentent vraiment le cours. La banque, la famille, le chien, Bertrand, les échecs, qui tout double, la peinture de Dali. Les vacances lui apparaissaient presque comme un moment de trouble venant rompre un rythme bienfaisant. Il ne souhaitait qu'une chose, que demain soit un autre hier, et chaque soir, en s'endormant, il se disait qu'il était le plus heureux des hommes. Il ronfle. Lucrèce a du mal à s'endormir. Elle ouvre la porte de la chambre d'Isidore, l'observe qui sommeille. On dirait un bébé géant. Elle hésite, le secoue. Il émerge doucement d'un rêve où il avançait dans de la neige poudreuse avec des chaussures de ville neuves qui craquaient afin d'atteindre une petite chaumière mal éclairée. Elle allume la lumière du plafond. Il tressaille et en trouve l'œil gauche. Où suis-je ? Il reconnaît Lucrèce. Quelle heure est-il ? Demande le journaliste en s'étirant. 2 heures du matin. Tout est calme et j'ai envie de dormir. Il ouvre complètement l'œil gauche. C'est pour cela que vous me réveillez ? Pour me dire que vous avez envie de dormir ? Pas seulement. Il grimace. Vous ne seriez pas insomniaque, Lucrèce ? J'ai été somnambule jadis, mais cela fait longtemps que je n'ai pas eu de crise. J'ai lu que durant les crises de somnambulisme, on vit ce que l'on rêve. J'ai lu aussi que lorsqu'on coupe la jonction entre les 2 hémisphères du cerveau des chats, ils se mettent à mimer les yeux clos ce qu'ils rêvent. Vous y croyez ? Il s'affale et relève le drap pour se protéger de la lumière. Bien, bonne nuit. Vous savez, Isidore, je suis très contente de faire cette enquête avec vous. Mais vous ronflez. C'est le bruit qui m'a réveillé, et c'est pour ça que je suis là. Ah, excusez-moi. Vous voulez qu'on prenne 2 suites séparées ? Non, mais placez-vous bien sur le flanc. Comme ça, le voile du palais ne vibrera plus au fond de votre gorge. Ce n'est qu'une question de discipline. Elle essaie de prendre son air le plus avenant. Désolé, ok, je vais essayer. Excusez-moi. Étonnant comme les hommes, même les plus charismatiques, présentent une sorte de résignation naturelle devant les femmes qui savent ce qu'elles veulent, pense Lucrèce. Pourquoi m'écoutez-vous ? Demande-t-elle curieuse. Peut-être que le libre arbitre de l'homme consiste à choisir la femme qui va prendre la décision à sa place. Pas mal. Et puis j'ai faim. Nous n'avons pas dîné hier soir. Pourquoi pas nous faire servir un plateau repas ? Qu'en pensez-vous, Isidore ? Elle sort son calepin, étudie sa liste, puis rajoute avec entrain. Dans la 3e motivation, je mettrai la faim. Là, par exemple, j'écoute mon corps, et il me dit qu'il réclame de la nourriture, et qu'il ne dormira qu'après. Je ne peux plus rien faire d'autre. Me rassasier devint essentiel pour moi. Donc, 1. La cessation de la douleur. 2. La cessation de la peur. 3. La cessation de la faim. Isidore marmonne quelques mots incompréhensibles et se renfonce sous les couvertures. Elle le dégage pour l'obliger à l'écouter. La faim, c'est une motivation primordiale de l'humanité, non ? La faim, c'est ce qui fait que l'on a inventé la chasse, l'agriculture, les silos, les réfrigérateurs. Il l'écoute à moitié. Le sommeil, c'est aussi important, dit-il, en se soulevant sur un coude et en mettant la main en écran au-dessus de ses yeux pour les protéger de la lumière.
Nous pourrions regrouper dans une troisième grande motivation un groupe comprenant à la fin le sommeil, la chaleur et les besoins de survie. Elle rectifie sur son calepin, puis saisit le combiné téléphonique afin de passer commande au room service. « Moi, je vais prendre des spaghettis. Vous voulez manger quoi ?»« Rien pour moi, merci. Je préférerais dormir, dit-il en tentant de réprimer un bâillement et de tenir ses paupières ouvertes. « Qu'est-ce qu'on fait demain ?» questionne Lucrèce Guillerette. Il a du mal à rouvrir les yeux. « Demain ?» répète-t-il comme si c'était une notion difficile à appréhender. « Oui, demain, dit-elle en insistant sur le mot. Demain, on va voir le corps de Fincher. Vous pouvez éteindre, s'il vous plaît ?» Apaisement de l'obscurité. Il s'affale sur son lit et après s'être énergiquement tourné sur le côté, il serre son édredon contre sa poitrine et s'endort sans ronfler. Comme il est gentil, pense-t-elle. Il rêve qu'il marche toujours dans la neige avec ses chaussures neuves qui craquent. Il pénètre dans la chaumière. Lucrèce est à l'intérieur. La vie de Jean-Louis Martin bascula un dimanche soir. Il se promenait tranquillement avec sa femme Isabelle après un dîner qui avait été suivi d'une partie d'échecs chez son ami Bertrand. C'était l'hiver, il neigeait. À cette heure tardive, la rue était déserte. Il marchait précautionneusement pour ne pas glisser. Soudain, un vrombrissement de moteur. Des pneus miaulèrent, ne trouvant pas d'adhérence sur le sol verglacé. Sa femme évita de justesse le bolide, pas lui. Il eut à peine le temps de comprendre ce qui arrivait, que déjà il était fauché et projeté en l'air. Tout lui sembla se dérouler au ralenti. Étonnant le nombre d'informations qu'on peut percevoir dans ces instants infimes. De là-haut, il eut l'impression de tout voir, et notamment sa femme qui le regardait bouche bée, alors que son chien, lui, n'avait même pas levé le museau et se demandait où était passé son maître. La voiture fila sans s'arrêter. Il était encore en suspension et pensait très vite. Puis, juste après l'étonnement, vint la douleur. Autant sur le coup, il n'avait rien senti, comme s'il avait été verrouillé tous les nerfs pour que le message n'arrive pas. Autant maintenant, il ressentait le choc, comme une vague d'acide qui se déversait partout dans son corps. J'ai mal. Une douleur terrible, une immense brûlure, comme la fois où il s'était pris 220 volts dans la main en saisissant un fil électrique dénudé, ou quand cette voiture qui reculait lui était passée sur les bouts d'orteils. Il s'en souvenait. Cela avait irradié jusqu'au sommet de son crâne. Et puis une névralgie faciale avait incendié le réseau des nerfs de son visage. Tout un passé de douleur soudaine et intense remontait en lui. Un bras cassé dans une chute de cheval, les doigts coincés dans une charnière de porte, un ongle incarné, un enfant qui lui tire vigoureusement les cheveux dans une bataille de récréation. Dans ces moments-là, on ne pense qu'à une chose, que cela s'arrête tout de suite. Avant qu'il ne retombe au sol, il eut une deuxième pensée fulgurante. J'ai peur de mourir. Morgue de Cannes. Elle se trouve au 223 avenue de Grasse, sur les hauteurs de la ville. C'est un bâtiment ouvragé qui, de l'extérieur, évoque davantage une belle villa qu'un lieu de mort. Une haie de cyprès encercle un jardin décoré de lauriers mauves. Les deux journalistes parisiens entrent. Les plafonds sont hauts et les murs tendus de tapisseries parmes et blanches. Au rez-de-chaussée, les salons funéraires s'alignent et les familles viennent rendre un dernier hommage à leurs défunts maquillés, la peau regonflée par les thanatopracteurs grâce à la résine et au formol. Pour accéder au sous-sol qui sert de laboratoire médico-légal, Isidore Kastenberg et Lucrèce Nemrod traversent un couloir étroit surveillé par un concierge antillais aux longs cheveux rasta tressés. Il est absorbé dans la lecture de Roméo et Juliette. « Bonjour, nous sommes journalistes. Nous souhaitons rencontrer le médecin légiste chargé de l'affaire Fincher. » Le concierge met du temps avant de leur accorder un regard. Le drame survenu jadis aux amants de Vérone, ainsi qu'à leurs parents, leurs collatéraux et leurs amis a l'air de le bouleverser. Et c'est avec un air triste qu'il consent à faire coulisser la vie de l'hygiaphone qui le protège des importuns. Désolé, la consigne est formelle, pas de visite au labo en dehors des juges d'instruction. Le concierge antillais ferme la vitre et se replonge dans son livre, juste au moment où Roméo déclare sa flamme et où Juliette lui explique les problèmes qu'il risque d'avoir avec ses beaux-parents, un peu bornés. Nonchalamment, Isidore Kastenberg sort un billet de 50 € et se plaque contre la vitre légiaphone. « Ça vous motive » risque-t-il.
Roméo et Juliette viennent soudain de perdre un peu de leur intérêt. La vitre coulisse et une main presse sort pour saisir la coupure. Isidore s'adresse alors à sa comparse. Notez, Lucrèce, la 4e motivation, l'argent. Elle sort son carnet et inscrit. Chut, on pourrait nous entendre, dit le concierge inquiet. Il attrape le billet, mais Isidore ne le lâche pas. Qu'allez-vous faire de cet argent demande Isidore. Lâchez, vous allez le déchirer. Les deux hommes serrent le billet et tirent dans des directions opposées. Qu'allez-vous faire de cet argent? Quelle question? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Isidore maintient sa prise. Eh bien, je ne sais pas, moi, acheter des livres, des disques, des films vidéo, répond le gardien. Comment pourrait-on appeler ce 4e besoin? S'interroge à haute voix Lucrèce, amusée par la situation et la gêne du concierge. Disons, les besoins de confort. 1. La cessation de la douleur. 2. La cessation de la peur. 3. L'assouvissement des besoins de survie. 4. L'assouvissement des besoins de confort. Le concierge tire plus fort sur le billet et l'empoche enfin. Comme pour se débarrasser de ces deux bruyants personnages, il appuie sur le bouton et la grande porte vitrée coulisse dans un feulement. Lorsque Jean-Louis Martin se réveille, il fut content d'être vivant. Puis, il fut content de ne ressentir aucune douleur. Il vit qu'il était dans une chambre d'hôpital et il se dit qu'il devait présenter malgré tout quelques contusions. Sans bouger la tête, il regarda son corps en pyjama et constata qu'il avait ses 4 membres et qu'il n'y avait nulle part de plâtre ou d'attelle. Il fut soulagé d'être complet. Il tenta de bouger sa main, mais elle ne répondit pas. Il tenta de bouger son pied ne lui obéit pas. Il voulut crier, mais il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Plus rien ne fonctionnait. Quand Jean-Louis Martin prit conscience de son état, il fut épouvanté. Les seuls actes qu'il pouvait accomplir étaient voir, et d'un œil seulement, et entendre d'une oreille seulement. Odeur de salpêtre, la morgue est en sous-sol. Couloir gras, enfin. Ils trouvent la bonne porte, ils frappent, on ne répond pas, ils entrent. Un homme de haute stature occupé à insérer une éprouvette dans une centrifugeuse leur tourne le dos. Nous venons pour l'affaire Fincher. Qui vous a laissé entrer? Ah, ça doit être le concierge. Cette fois-ci, il va m'entendre. Quiconque dispose d'un petit pouvoir en abuse pour exhiber son importance. Nous sommes journalistes. L'homme se retourne, cheveux noirs ondulés, petites lunettes demi-lune. Il a une belle prestance. Sur la poche de sa blouse est brodé professeur Giordano. Il les toise sans aménité. J'ai déjà tout dit à la police criminelle. Vous n'avez qu'à vous adresser directement à eux. Puis, sans attendre de réponse, il récupère l'éprouvette et quitte son bureau pour disparaître dans une autre pièce. Il faut trouver sa motivation, chuchote Isidore. Laissez-moi faire. Le professeur Giordano revient et leur lance un glacial. Encore là? Nous voudrions rédiger un article sur vous, précisément, un portrait. Ses traits se détendent légèrement. Un article sur moi? Je ne suis qu'un fonctionnaire municipal. Vous observez de près ce que l'on cache généralement au grand public. Non seulement la mort, mais les morts étranges. Cela ne vous prendrait pas longtemps. Nous voudrions visiter la salle d'autopsie et vous y photographier dans votre labeur quotidien. Le professeur Giordano accepte. Il réclame 5 minutes pour récupérer la clé dans sa veste, à un autre étage. Les 2 journalistes examinent les instruments d'analyse autour d'eux. Bravo Isidore. Comment avez-vous su le prendre? Chacun sa motivation. Lui, c'est la célébrité. Vous n'avez pas remarqué le diplôme derrière lui et les trophées de sport sur la petite étagère? S'il les exhibe, c'est qu'il a un problème d'image. Il est préoccupé par l'estime qu'on lui porte. Un article sur lui dans la presse, du coup, devient une forme de reconnaissance. Pas mal vu. Chaque humain détient son mode d'emploi. Cela se résume à trouver sur son levier principal. Pour le repérer, il faut percevoir l'enfant qu'il a été et se poser la question. Qu'est-ce qui lui manquait à l'époque? Il peut s'agir des baisers de sa maman. Cela peut être des jouets, ou comme pour ce Giordano, l'admiration des autres. Ce type a envie d'épater. L'admiration des autres serait selon vous
La 5e motivation. Isidore examine la centrifugeuse de plus près. On pourrait élargir cette motivation à la reconnaissance du groupe, la socialisation. J'inclurais même ce besoin dans une notion plus large de devoir envers les autres, sous le terme devoir. J'inclus le devoir envers ses parents, envers ses professeurs, envers ses voisins, envers son pays, et puis envers tous les autres êtres humains. Ce professeur Giordano accomplit son devoir de bon fils, bon élève, bon citoyen, bon fonctionnaire, et il veut que cela se sache. Lucrèce sort son calepin et recompte. Nous avons donc 1. La cessation de douleur. 2. La cessation de la peur. 3. L'assouvissement des besoins de survie. 4. L'assouvissement des besoins de confort. 5. Le devoir. Isidore remarque, ce même devoir qui fait que les gens acceptent d'aller à la guerre supporte des sacrifices. On est éduqué comme un agneau dans le troupeau. Ensuite, on ne peut plus quitter le troupeau et on agit pour plaire aux autres moutons du troupeau. C'est pour cela que tout le monde est à la recherche des médailles, d'augmentation de salaire ou d'articles dans les journaux. Une partie de la consommation de nos besoins de confort est liée à cette notion de devoir. On achète télévision et voiture, pas forcément parce qu'on en a besoin, mais pour montrer aux voisins, aux autres, qu'on appartient bien au troupeau. On essaie d'avoir la plus jolie télévision et la plus jolie voiture pour prouver qu'on est riche et qu'on est un élément méritant du troupeau. Le professeur Giordano revient, les cheveux laqués et encore mieux peignés, avec une blouse neuve, brandissant une clé. Il leur demande de les suivre dans la salle voisine. Une pancarte indique « autopsie ». Le médecin légiste enfonce la clé et la porte s'ouvre. La première information qui les assaille est d'ordre olfactif. Une ignoble odeur de cadavre mêlée à une autre, celle d'un désinfectant au formol et à la lavande. La vapeur de ces infimes particules olfactives pénètre les fosses nasales des journalistes, se dissout dans le mucus qui en recouvre les parois. Les cils neurorécepteurs qui baignent dans ce mucus nasal y prennent les molécules odorantes et les font remonter jusqu'à l'apex, la partie la plus haute du nez. Là, 14 millions de cellules réceptives étalées sur 2 cm² analysent l'odeur pour la transformer en signaux qui foncent vers le bulbe olfactif puis vers l'hippocampe. « Ça pue !» clame Lucrèce en se bouchant le nez, imité très vite par Isidore. L'odeur n'indispose pas du tout leur hôte, plutôt amusé par cette réaction habituelle aux visiteurs néophytes. Normalement, on met un masque à gaz, mais là, tous les corps sont recousus, alors ce n'est pas nécessaire. Je me souviens qu'une fois, un collègue avait oublié d'enfiler son masque à gaz avant d'ouvrir le ventre d'un type qui s'était suicidé avec des produits chimiques. Il avait mélangé des médicaments, des détergents, des lessives. Le tout avait macéré dans l'estomac, et quand mon collègue a entamé l'autopsie, il en est sorti une vapeur tellement toxique que le pauvre a dû être hospitalisé d'urgence. Le médecin légiste pouffe tout seul. Autour d'eux, 6 tables en inox, avec leurs trébuchets en bois blanc pour poser la tête des morts et des rigoles pour évacuer les fluides corporels. Sur 4 tables sont posés des corps recouverts d'une bâche en plastique. Seuls les pieds sont visibles et portent une étiquette aux gros orteils. Un accident de voiture, signale Giordano, avec fatalisme. Il pensait qu'ils avaient le temps de doubler le camion avant le virage. Sur le mur de droite, un immense évier avec des distributeurs de savon à manette et des stérilisateurs d'objets chirurgicaux. Une armoire pour ranger les blouses de travail, dans un coin un vidoir pour jeter les déchets organiques. Au fond, une porte marquée « Salle des rayons X, entrée interdite ». Sur le mur de gauche, des placards réfrigérés portant des lettres de l'alphabet. Bon, alors, vous voulez savoir quoi ? Nous voudrions commencer par une photo devant votre labo avec vos outils, dit Lucrèce, qui a bien compris la leçon de mise en valeur de l'interviewé. Le savant accepte sans trop se faire prier, exhibant des pinces ou un scalpel pour se donner une contenance. Une fois la séance terminée, Lucrèce sort son carnet. Selon vous, Fincher serait mort de quoi ? Le professeur Giordano va vers l'armoire à fiches et en tire un dossier au nom de Fincher. Il contient des photos, des expertises, une cassette audio réalisée lors de l'autopsie, des listes de résultats d'analyse chimique. D'amour. Pouvez-vous être plus explicite ? Demande Isidore Kastenberg. L'autre lit son dossier. Pupille dilatée, veine tendue,
Afflux anormal de sang dans le cerveau et le sexe. Dans le sexe, s'étonne Lucrèce. On peut détecter ça après la mort. Giordano paraît satisfait de la question. En fait, quand l'homme a une érection, c'est qu'un afflux de sang arrive dans son corps caverneux par des artères. Ensuite, les veines qui reçoivent ce sang se resserrent pour maintenir la rigidité. Mais le sang ne peut pas stagner trop longtemps dans le corps caverneux. Sinon, les cellules sanguines manqueraient d'oxygène. C'est pourquoi, même lors d'érections très longues, il se produit de temps en temps un petit ramollissement pour laisser un peu de sang ressortir, chercher l'oxygène. Or, dans le cas de Fincher, nous avons trouvé des cellules nécrosées qui ont l'air d'avoir stagné très longtemps. Et en dehors des cellules nécrosées, l'analyse sanguine a donné quoi ? Demande Isidore, comme s'il voulait changer de sujet. Un taux d'endorphine anormalement élevé. Cela signifie quoi ? Qu'il a connu un monumental orgasme. On sait bien que l'orgasme masculin n'est pas forcément lié à l'éjaculation. Il peut y avoir éjaculation sans orgasme et orgasme sans éjaculation. Le seul révélateur de l'orgasme, pour l'homme comme pour la femme, c'est la présence d'endorphines. C'est quoi les endorphines ? Demande Lucrèce, intéressé en relevant ses longs cheveux roux micro-ondulés. Le professeur Giordano rajuste ses petites lunettes demi-lune et observe un peu mieux la jeune femme. C'est notre morphine naturelle. C'est la substance sécrétée par notre corps pour nous faire plaisir et pour nous permettre de supporter la douleur. Quand on rit, on diffuse des endorphines. Quand on est amoureux, on émet des endorphines. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous vous trouvez à côté d'une jolie personne désirable, vous sentez moins vos rhumatismes ? Quand on fait l'amour, on propage des endorphines. Quand lors d'un jogging, vous ressentez une sorte d'ivresse, c'est l'endorphine que produit notre corps pour contrebalancer les douleurs musculaires. C'est ce qui donne indirectement le plaisir de courir. C'est pour cela qu'il y a des gens accros au jogging alors, s'étonne Isidore. En fait, ils sont accros aux endorphines, produites pour supporter la douleur de courir. Lucrèce note tout avec intérêt sur son calepin. Giordano, voyant que la journaliste s'intéresse à ses propos, poursuit. En Chine, on utilisait des biches en captivité. On leur cassait la patte pour obtenir une fracture ouverte des os. Puis on entretenait cette fracture en la recassant dès que les os commençaient à se ressouder. Du coup, l'animal éprouvait une telle douleur que le corps sécrétait naturellement des endorphines pour la soulager. Les Chinois récoltaient alors le sang de la jugulaire et le faisaient sécher. Ils vendaient ensuite cette poudre de sang séché plein d'endorphines, comme poudre aphrodisiaque. Les deux journalistes grimacent. C'est ignoble ce que vous racontez, déclare Lucrèce, cessant de prendre des notes. Le savant n'est pas mécontent d'avoir choqué la jeune fille. Les endorphines, on en produit normalement très peu, à chaque instant de plaisir, et elles disparaissent assez vite. Mais Fincher a propagé, lui, une telle décharge qu'il en subsistait encore des traces lorsque j'ai effectué l'analyse de sang. C'est un phénomène rarissime. Il a vraiment dû ressentir un sacré coup de foudre. Lucrèce remarque que Giordano fixe sa poitrine et s'empresse de reboutonner son décolleté. Agacé, Isidore change de sujet. Vous pensez que Fincher se droguait ? J'y ai songé. Les drogues se stockent dans notre graisse et peuvent y demeurer longtemps. Le médecin légiste indique une représentation d'homme écorché collé au-dessus de l'évier. L'on y distingue les muscles, les os, les cartilages, les zones de graisse d'un corps humain soigneusement reconstitué. Tenez par exemple, on arrive à retrouver certaines substances comme l'arsenic, le fer, le plomb, des dizaines d'années après leur ingestion, même en dose infime. Vous voulez dire que la graisse est composée de strates à la manière d'un chantier archéologique ? S'étonne Isidore. Exactement. On y retrouve tout ce qu'on a et on y a ingurgité, étagé dans le temps. En ce qui concerne Fincher, j'ai recherché des traces de drogue dans sa graisse. Ni drogue, ni médicament. Aucune substance chimique suspecte. Lucrèce pavoise. Nous sommes d'accord, on peut donc mourir d'amour. Oh oui, bien sûr, comme certains peuvent mourir de chagrin. Le pouvoir de l'esprit est sans fin. Et si vous voulez mon avis, cette mort n'est pas seulement physique, elle est surtout psychologique. Isidore examine les placards réfrigérés marqués des lettres de l'alphabet et désigne le tiroir F. On peut voir le corps de Fincher ? Le professeur Giordano secoue la tête.
Vous n'avez pas de chance. J'ai terminé mon autopsie ce matin. Et la dépouille est partie en vue d'être rendue à la famille. Il y a à peine 3 quarts d'heure. Il soupire puis reprend. Vraiment, cet homme aura réussi sa sortie en beauté. D'abord, il devient champion du monde d'échecs. Ensuite, il meurt d'amour dans les bras d'une des plus belles femmes de la planète. Il y a vraiment des vénards, hein. Sans parler du domaine professionnel. Hein. Où travaillait-il déjà? À l'hôpital Sainte-Marguerite, sur l'une des 2 îles de l'Airain. Sous sa direction, l'établissement était devenu un des plus grands hôpitaux psychiatriques d'Europe. Gardez-le pour vous, mais moi-même, je m'y suis fait soigner pour une dépression. Isidore soulève un sourcil. Je travaillais trop, j'ai craqué. Le médecin légiste fixe les grands yeux verts émeraude de la journaliste avec une intensité accrue. Eh oui, telle est l'époque dans laquelle on vit. Selon les dernières études de l'OMS, la moitié de la population des pays civilisés nécessite une aide psychologique. La France est le pays au monde qui consomme le plus de tranquillisants et de somnifères par habitant. Plus on est intelligent, plus on est fragile. Vous seriez surpris d'apprendre combien de leaders politiques occidentaux ont fait des détours par des hôpitaux psy. Quant à moi, j'ai conservé de mon séjour à Sainte-Marguerite un souvenir très très agréable. On y est dans la nature, en bord de mer. C'est très relaxant. Il y a beaucoup de verdure, de feuillage, de fleurs. Monsieur Martin, vous m'entendez? Après avoir traversé le pavillon, puis le conduit auditif externe, ces sons entrèrent en contact avec le cérumen. Pâte onctueuse jaune et cireuse destinée à protéger et à entretenir l'élasticité du tympan. L'onde contourna cet obstacle et fit vibrer le tympan proprement dit. Derrière le tympan, une cavité remplie d'air, la caisse du tympan, avec à l'intérieur 3 petits osselets. Le premier os, appelé marteau, attaché au tympan, en retransmit le mouvement. Il heurta le deuxième os, l'enclume, qui à son tour mit en mouvement le troisième os, nommé étrier, à cause de sa forme. Cet ensemble de 3 osselets permit d'augmenter mécaniquement le stimulus pour amplifier la voix un peu trop faible du médecin. L'onde fut ensuite transmise dans l'oreille interne jusqu'au limaçon, organe en forme d'escargot comprenant 15 000 cellules nerveuses sciées qui étaient les véritables réceptrices du son. L'onde était désormais transformée en signal électrique qui remonta le nerf auditif jusqu'à la circonvolution du Welsh. Là se trouvait le dictionnaire qui donnait à chaque son une signification. « Monsieur Martin !»« C'est moi, monsieur Martin. » Il insiste parce qu'il craint que je ne l'entende pas. « Vous m'entendez ?» Il attend de ma part une réponse. Que faire? Je ne peux rien faire. Il battit lamentablement de la paupière. « Vous êtes réveillé? Bonjour, je suis le docteur Samuel Fincher. C'est moi qui vais m'occuper de vous. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous avez survécu à l'accident. Et compte tenu du choc reçu, c'est un vrai miracle. La mauvaise, c'est que votre tronc cérébral a subi une lésion un peu au-dessus du bulbe. Du coup, vous avez ce que nous appelons un LIS. C'est un mot anglais qui signifie Locked-in Syndrome, syndrome de la fermeture intérieure. Votre cerveau fonctionne toujours, mais le reste du système nerveux périphérique ne répond plus. Pour Fincher, vous êtes persuadé que c'est un meurtre, hein? Demande le médecin légiste. Isidore approuve du menton. Allez, vous m'êtes sympathique, et j'ai une dette envers Fincher. Alors je vais vous montrer le truc. Il leur adresse un clin d'œil. Vous me jurez que vous ne le répéterez à personne, et pas de photos surtout. Avec des allures de sommelier sur le point de sortir une bouteille d'un grand cru classé, le médecin légiste ouvre la porte de la salle des rayons X au fond. À l'intérieur, à côté des appareils médicaux, les journalistes aperçoivent un autre bureau et une armoire. Giordano les invite à entrer. Il ouvre un volet de l'armoire et en extripe un bocal transparent, rempli d'un liquide translucide jaunâtre, au centre duquel flotte une boule gris rosée. La famille m'a réclamé le corps, mais ils ne vérifieront pas s'il est complet. Vous savez, durant l'autopsie, on sort les organes, on les examine, on les replace dans un sac plastique dans le corps, on recoud. Mais qui va vérifier s'il y a tout? Enfin, voilà, je l'ai gardé. Je compte cependant sur votre discrétion. Après tout, ce n'était pas important. On a bien fait pareil pour Einstein. Il allume la lampe plafonnière rouge destinée au développement photographique et il distingue le contenu du bocal.
Le cerveau de Fincher, s'exclame Lucrèce. Les deux journalistes restent fascinés devant le spectacle de cet appendice nerveux baigné par la lueur rougeâtre. Les circonvolutions forment une frise infinie. Des veines plus foncées s'enfoncent dans les sillons les plus profonds. Le bas du cerveau a été sectionné proprement au ras de la moelle épinière. Le médecin légiste s'approche du verre, examinant de près son contenu. Le cerveau humain est le plus grand de tous les mystères. Le problème, c'est que nous ne disposons que d'un seul outil pour tenter de l'élucider, et c'est précisément notre propre cerveau. Il contemple longuement le cerveau, méditant sur cette phrase. Lucrèce tend sa carte de visite. Si vous découvrez quoi que ce soit de nouveau, n'hésitez pas à m'appeler sur mon portable, dit-elle. Ça ne me dérange jamais, de toute façon mon téléphone est muni d'un vibreur. Le professeur Giordano saisit le Bristol et le glisse négligemment dans sa poche, puis il caresse le bocal d'une main distraite. J'ai revu plusieurs fois Samuel Fincher avant sa mort. Il était devenu un ami. La dernière fois, je l'ai rencontré par hasard dans un cabaret. Le joyeux hibou où se produisait son frère. Pascal Fincher est hypnotiseur. Ils étaient d'ailleurs tous deux obsédés par la compréhension du fonctionnement du cerveau. Samuel abordait le problème par son côté organique, Pascal par le côté psychologique. Allez voir son numéro d'hypnose, vous réaliserez le pouvoir de la pensée. Sous l'effet de la chevelure rouge, le cerveau de Fincher tourne très lentement dans le bocal. Dans l'esprit de Jean-Louis Martin, ce fut bientôt la terreur, la panique, la confusion totale. La voix continuait pourtant à se déverser dans son oreille avec douceur. « Je sais, ce n'est pas facile, mais vous êtes ici en de bonnes mains. Vous êtes à l'hôpital Sainte-Marguerite, et nous sommes à la pointe de la recherche dans les domaines du cerveau et du système nerveux. » Maintenant, il pouvait mesurer l'étendue de la catastrophe. Jean-Louis Martin, ex-employé du service contentieux à la BCRN, pensait, voyait d'un œil, entendait d'une oreille, mais ne pouvait plus bouger le petit doigt pour se gratter. De toute façon, il n'était même plus capable de ressentir la moindre démangeaison. À ce moment précis, il n'eut plus qu'une idée en tête, que tout s'arrête. Le docteur Samuel Fincher passa une main, dont il ne sentit pas le contact sur son front. « Je sais à quoi vous pensez. Vous voulez mourir. Vous avez envie de vous suicider et, en plus, vous venez de prendre conscience que votre paralysie générale ne vous autorise même pas à en décider. Je me trompe. » Jean-Louis Martin essaya encore de remuer quelque chose quelque part dans son corps et ne parvint une fois de plus qu'à battre de la paupière. C'était, il dut l'admettre, son seul muscle actif. La vie. Tout organisme est d'abord motivé par ça. Se maintenir en vie le plus longtemps possible. Même une bactérie, même un ver, même un insecte veulent ça. Encore quelques secondes de vie, encore un peu, encore. Il s'assit près de lui. « Je sais ce que vous pensez. Pas moi, plus moi, vous avez tort. » L'iris cuivré de l'œil valide de Jean-Louis Martin s'élargit. Un gouffre noir s'y creusait, exprimant le questionnement. Il n'avait jamais été préparé à affronter une telle situation. « Je suis foutu. Qu'ai-je fait pour mériter un tel châtiment? Personne ne peut supporter cela. Ne pas bouger, ne pas parler, ne pas sentir le monde. Je ne peux même pas avoir mal, tout s'effondre. J'envie les estropiés qui, eux, au moins, ne sont qu'estropiés. J'envie les grands brûlés. J'envie les culs-de-jatte qui, eux, au moins, ont des mains. J'envie les aveugles qui, eux, au moins, sentent leur corps. Je suis l'homme le plus puni de l'histoire de l'humanité. Avant, on m'aurait laissé mourir. Mais là, à cause de leur satané progrès, je vis malgré moi. C'est affreux. » Son œil, après avoir tourbillonné, s'immobilisa. Et lui, c'est qui? Que ce médecin a l'air tranquille, comme s'il savait parfaitement comment gérer ce cauchemar. Il me dit quelque chose. Avant d'être un médecin. Avant d'être un médecin, je suis un être humain. J'agis en fonction de ma conscience, avant d'agir par devoir professionnel ou par peur des problèmes avec la justice. Au-dessus de tout, je respecte le libre arbitre des êtres qui me sont confiés. Aussi, je vous laisse la possibilité de choisir. Si vous décidez de vivre, vous n'aurez qu'à battre une fois de votre paupière valide. Si vous décidez de renoncer à la vie, vous n'aurez qu'à battre 2 fois. Je peux choisir. J'ai donc encore une prise sur le monde. Évidemment, je veux mourir. Comment exprimer mon choix déjà? Ah oui, battre 2 fois de ma paupière, l'unique muscle qui agit. Prenez votre temps. Jean-Louis Martin repense à avant. Avant, j'étais heureux. Faut-il tout perdre pour s'apercevoir qu'on possédait des choses précieuses? Le docteur Fincher se mordit la lèvre.
Jusqu'ici, tous les lys auxquels il avait laissé ce choix avaient préféré la mort. L'œil de Jean-Louis Martin restait étonnamment fixe. Sa pupille s'était complètement réduite pour bien saisir tout ce qu'exprimait le visage du médecin. Il n'est pas obligé de faire cela. Il prend des risques pour moi. S'il me tue, il risque un jour d'avoir des complications à rendre. Un autre m'aurait épargné, sans me demander mon avis, au nom du serment d'Hippocrate qui les oblige à sauver à tout prix la vie. C'est le moment le plus étonnant de mon existence, et c'est la décision la plus lourde à prendre. Comme exténué, le médecin releva d'un doigt les lunettes sur le haut de son nez, et les yeux baissés, comme s'il ne voulait pas influencer de son regard son malade, il conclut. À vous de décider. Mais je dois vous signaler une chose. Si vous décidez de vivre, je ne vous proposerai plus jamais de mourir, et je me battrai avec tous mes moyens pour que vous viviez le plus longtemps possible. Réfléchissez bien. Un battement pour oui, 2 pour non. Alors, vous choisissez quoi ?